Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode de Leaf Talk, l'épisode 82. Donc toujours en bonne compagnie. Une nouvelle fois, en fait, ça bouge jamais, hein. C'est toujours des invités incroyables. Donc déjà, avant même de commencer le podcast, si t'es pas abonné et que tu m'écoutes juste comme ça, bah tu t'abonnes. Tu likes, tu lâches un petit commentaire pour l'algorithme. Et puis pour te faire le topo sur Lift Talk et Lift Trainer, donc Lift Talk c'est le podcast dédié au street lifting créé par l'entreprise Lift Trainer, qui est une entreprise de coaching spécialisée en street lifting, qui coach les street lifters et les street lifteuses depuis 2021. On coach, on a coaché des centaines de personnes. Là, en 2024, je te fais la petite rétrospective. On a coaché 60 personnes exactement en compétition. Et là, je pense que pour l'année 2025, et on en parlera dans le podcast avec le boom des compétitions, je pense que ce nombre va évoluer positivement. Donc voilà, il y a ça, le podcast, il y a la chaîne YouTube aussi où vous venez avec nous sur les compétitions. Il y a des épisodes aussi un petit peu plus éducatifs sur des sujets en particulier. On a également la marque d'équipement Street Lifter. Donc on fait des magnésies, des cordes de l'Est pour les ceintures de traction. On a aussi une équipe, la team Lift Trainer, et puis plus récemment, on a la formation Lift Trainer Global pour former les coachs en street lifting. Donc voilà, aujourd'hui je suis avec Bilal, a.k.a. le B, a.k.a. RPE12. Comment tu vas, mec? Bah écoute, ça va super et toi? Bah ouais, ouais, tranquille. Bah, comme vous pouvez le constater, je suis un petit peu dans les cartons là, je suis en plein déménagement. Donc excusez-moi du setup. Donc voilà, je suis très pris par ça en ce moment, mais sinon tout va bien. Moi je vais commencer, je vais embrayer par une question directe et ouais, je te laisse aucun répit, mec. C'est quoi ton actu? Qu'est-ce que tu prépares comme compétition là pour 2025? Quelle compétition aussi tu as fait récemment, donc en 2024? Parce que c'est vrai que bah, on te voyait plus trop sur les compètes, donc moi j'ai envie d'avoir des news. Et c'est quoi tes objectifs peut-être un petit peu plus global pour 2025? Voilà. Oh, ça fait beaucoup. Alors, mon actu. Là, actuellement, je suis en train de passer la formation Lift Trainer Global. Donc, du coup, c'est ta formation de coaching. Au niveau pro, je commence petit à petit, du coup, en parallèle à développer mon coaching, vu que je profite de la formation pour être bien encadré et avoir quelques tips. Au niveau des dernières compétitions, tu me dis si j'oublie une question, hein. Vas-y. Au niveau des dernières compétitions auxquelles j'ai participé, du coup, j'ai participé au Only. J'avais pas la possibilité à participer aux quatre mouvements. Du coup, j'ai fait les Only Muscle Up et Only Dips. Voilà, ça s'est relativement bien passé. T'as Et fait quoi comme perf? au Only Muscle Up, en fait, j'ai fait n'importe quoi. Je me suis pointé un peu trop lourd. Euh, Mais l'objectif, c'était de voir surtout si mon nouveau poids de corps me convenait. Donc, je me suis pointé à 101 kilos et j'ai fait un muscle-up à 21, 21-25. Et au dips, j'ai fait 125 kilos et j'ai raté la 131 à pas grand-chose. Donc, voilà pour les compétitions auxquelles j'ai participé. Du coup, en plus de 94. Donc nous sommes frères de poids, moi et Bilal. C'est officiel. Tu pèses combien là? Bah 101. Ce type n'est pas un athlète. Euh, Et du coup, la question suivante, c'était quoi? C'était quelle compétition tu projettes de faire en 2025? Ok, donc du coup, je compte participer au Grand Ouest pour FNSL Grand Ouest pour me qualifier au championnat de France. Par la suite, je compte faire les championnats de France toujours, donc FNSL. Et si
si, si c'est possible, participer au monde. Donc Ok. voilà. Et c'est quoi tes objectifs là pour 2025 sportif, tu nous l'as dit, développer ton coaching. Est-ce qu'il y a aussi d'autres choses où tu as fait le tour? Disons qu'il y a d'autres choses, mais je compte pas en parler ici. Ok, il fait son timide, très bien. Euh, ok, donc on va embrayer tout de suite avec les sujets du jour. Donc sujet d'actualité, les coups d'hier semblent, en tout cas, elles vont rentrer probablement, en tout cas c'est ce qu'on pressent en rigueur en 2025. C'est quoi ton avis là-dessus? Moi, au niveau de l'équipement, j'ai toujours été sur le même fil conducteur. C'est-à-dire que si c'est autorisé en compétition, je m'équipe. J'ai toujours été de cet avis-là. Parce que mon objectif, c'est de faire le plus gros total possible. Donc, si demain on m'autorise de mettre des doubles coudières, je mettrai des doubles coudières. Maintenant, est-ce que je suis pour? En réalité, non. Je trouve que en fait, ça fait un petit peu comme le powerlifting à l'époque où les mecs ont fait la course vers l'équipement, puis sont revenus en arrière avec une catégorie équipée et non équipée. On verra comment le sport va évoluer. Je m'équiperai, mais je ne suis pas pour, si tu veux une réponse claire. Et est-ce que tu pourrais, comment dire, développer ce point-là? Pourquoi toi, si c'était pas si par exemple les équipements n'étaient pas autorisés, ça te conviendrait très bien. Pourquoi c'est comme ça? Alors déjà, en termes d'investissement, tu dois acheter de plus en plus de matériel. Déjà que tu te retrouves à partir à la salle en séance push avec des genouillères, une ceinture, enfin tu sais, tout le tralala. Si en plus tu ramènes des coudières, ça rajoute de l'équipement. Ensuite, bah, niveau budget, ça coûte de l'argent. Et toi et moi, on sait que ce soit des genouillères, enfin c'est un peu comme les genouillères, donc au bout d'un moment, tu es obligé de changer l'équipement. Si c'est comme les genouillères, du coup, c'est chaque 1 an, en théorie. Et, euh, et au niveau de l'entraînement, en réalité, on a vu des gars gipser plus de... Je crois que c'est Théo qui a le record sans coudière à Ouais, 160, 15, je 171. crois. Ouais, ouais, ou entre 170 et Ouais. 175. Bah, tu vois, le mec, il a un petit peu ouvert la voie. Tu te dis que c'est possible d'avoir des énormes dips sans coudière, et c'est beaucoup plus impressionnant. En fait, un mec random qui voit une perf effectuée avec coudière, bah, il sait pas trop où se mettre par rapport à cette perf, alors qu'un mec qui n'est pas équipé, qui fait 171, bah, tu te dis, waouh, ok, bah, on peut atteindre tel niveau. Mhm. Donc voilà, moi je voyais un peu la chose comme ça. Ouais, ouais, donc pour résumer, tu disais l'aspect pratique, arriver à la salle pas avec un sac de sport de 200 litres, où t'arrives et t'étales toute ta merde autour de la station en question. L'aspect budgétaire, bah c'est cher et franchement c'est pas donné, hein. Pour rappel, les coûts d'hier, c'est entre 80 et 90 euros, peut-être un petit peu moins sur les, comment pas les full stiff, mais justement celles qui sont à moitié rigides. Donc ça, c'est King of Weighted qui fait ça. Je crois qu'elles sont un petit peu moins chères. Elles doivent être à 60 balles, je crois, avec les frais de port. Par contre, full stiff, donc vraiment comme par exemple des Inzer ou des Asset Rigor Mortis ou des choses comme ça qui sont vraiment sur les deux parties parce que souvent en fait c'est deux pièces comment dire de néoprène qui sont assemblées et qui sont cousues. Bah là les deux parties sont totalement rigides. Euh, donc il y a ça. Et puis il y a l'aspect aussi, ce que tu disais, qu'on peut très bien aussi avoir des grosses dips et c'est d'autant plus impressionnant sans coudière. Et là, moi, je te rejoins beaucoup. Euh,
Personnellement, pareil, moi je suis pas pour les coudières. D'ailleurs, je les utilise quasi pas en fait à l'entraînement, les coudières. Je les ai achetés très récemment, mais c'était plus même limite de la curiosité un petit peu. Je l'avais mis en story sur mon compte perso que moi je les utilise que sur la dernière série de back-off. Vraiment pour m'habituer. Parce que j'ai des objectifs que je veux valider sans coudière. Parce que si je les mets, bah, ça sera complètement biaisé en fait. Je saurais plus trop est-ce que j'ai vraiment progressé, est-ce que c'est vraiment dû que au rebond des coudières, etc., etc. Je trouve pas non plus que ça soit très confort, surtout les full stiff. Toi, t'as pas encore testé, mais c'est vraiment pas agréable. Moi, ça me coupe la circulation, hein, vraiment. Même si je sais qu'il faut un temps d'adaptation, hein, c'est comme les genouillères rigides. Au début, ça va être vraiment hyper inconfortable, et puis vous allez vous habituer. Euh, donc moi, il y a ça. Il y a l'aspect aussi dénaturer le sport pour moi. Enfin, parce que ça, alors je vais en faire, je vais faire plaisir à beaucoup là. En fait, c'est indéniable que le street lifting est issu du street workout. En fait, il n'y a aucun débat là-dessus. Même si moi, je suis pour qu'on se détache de certaines, euh, on va dire, pensées, chemin de pensée qui nous limitent en street lifting et qu'on doit vraiment se détacher sur certains trucs du street workout. Par contre, il y a ce truc de on va dire, se rattacher aux origines par rapport à ça, au fait que, en fait, c'est totalement sans équipement. Ça, c'est la première chose. Et pour moi, la deuxième chose aussi, c'est la transposition presque inévitable, on dirait, du powerlifting vers le streetlifting. En gros, comme si t'étais un mec qui avait pas de personnalité, on en parlait en off, et en fait, tu voyais un pote à toi avec les dernières coudières, et toi, tu veux mettre les... Enfin bref, en gros, on aurait pu aussi garder une certaine identité, chose qui est quand même très compliquée à faire, puisque aujourd'hui, à l'échelle mondiale, ceux qui ont le monopole là-dessus, bah, c'est Final Rep, hein, et c'est Final Rep un petit peu qui dicte les choses, malheureusement ou heureusement. Je vous laisserai faire votre point de vue là-dessus. Et donc voilà, en gros, on n'a pas d'autre choix presque de s'aligner, et c'est surtout les athlètes qui n'ont pas le choix, puisque si ils le font pas, ils concourent pas à armes égales sur les compétitions avec, on va dire, des compétitions à haut niveau, donc Europe, monde et même national, hein. Moi, ce que j'aimerais dire, et je te demanderai ton avis là-dessus, moi, pour moi, je pense qu'il est encore moins nécessaire de mettre les coudières tôt que les genouillères pour le squat. Je m'explique. Par exemple, sur un débutant, on va lui dire au début, il va pas avoir du tout d'équipement. On va lui dire bon bah écoute, on va déjà apprendre le bon pattern de mouvement sur le squat, le bon placement. On va aussi travailler sur le bracing, même si t'as pas encore de ceinture, etc., etc. Et au fur et à mesure, moi ce que je dis toujours, la priorité c'est la ceinture avant les genouillères. Et les genouillères viennent en dernier. Mais au final, dans la chronologie, ça se fait quand même plutôt rapidement sur plusieurs mois. Et je dirais que là, sur les dips, je pense qu'on peut vraiment, peut-être, alors ça sera quelque chose à analyser, on n'a pas assez de recul là-dessus, mais partir du postulat que on peut peut-être même rester un an sans coudière en fait, parce que peut-être que ça n'a pas vraiment d'intérêt, encore moins d'intérêt que sur le squat. Moi, j'expliquerais assez logiquement ça par le fait que les charges utilisées au squat sont plus importantes qu'au dips, dans tous les cas. Donc peut-être que les contraintes aussi sur l'articulation, même si elle est plus grosse que l'articulation du coude, peut-être que les contraintes mises sur le genou sont peut-être plus importantes, plus intéressantes. Et en plus de ça, on voit quand même que les gens ont tendance, alors oui et non, mais au squat, moi j'ai beaucoup de retours sur les gens qui n'ont pas de genouillère. Ouais, j'ai des douleurs au genou, j'ai des petites gênes, des petits trucs, pas des trucs graves. Et puis bim, ils mettent les genouillères.
et ça disparaît. Et souvent, c'est dû beaucoup au fait que l'articulation, elle soit réchauffée par la genouillère. Et moi, en fait, j'aurais une dernière chose, parce que là, je parle beaucoup, et moi, j'ai envie d'avoir ton avis, Bilal. Je dirais que il y a une marche à suivre pour moi au niveau des dips et au niveau de l'équipement. On pourrait dire que peut-être au tout début, mettre par exemple ce qu'ils utilisent beaucoup en street workout, je crois que c'est vachement en freestyle qu'ils utilisent ça et en statique, des sortes de manchons. C'est même pas, je crois que ça Ouais. s'appelle même pas des coudières, des manchons pour vraiment juste réchauffer l'articulation. Ça aide pas du tout, mais juste pour chauffer l'articulation. Dans un second temps, avoir peut-être des coudières plus flexibles type SBD qui sont là beaucoup plus flexibles. Un entre-deux avec les King of Weighted qui sont semi-rigides. Et vraiment à la fin, quand tu es confirmé, quand tu as des objectifs de compétition à haut niveau, donc ça débuterait en niveau espoir national, on va dire, et ben là peut-être qu'effectivement ça serait plus intéressant d'utiliser des coudières totalement rigides, tout du moins peut-être limite si toi, tu es un petit peu réfractaire à l'utilisation des coudières, les utiliser peut-être les derniers mois de prépa. Par exemple, on pourrait réfléchir comme ça. Après, à voir, parce que là, on n'a pas assez de recul. On peut pas avoir du recul sur un mec qui les aurait utilisés pendant 3 ans, quelle progression il a avec les coudières, etc., etc. Bien évidemment, ça va changer le pattern de mouvement d'avoir des coudières, d'autant plus si elles sont très rigides. Il va falloir dans tous les cas s'habituer pour profiter pleinement de cet équipement. Moi, en fait, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est ça. C'est peut-être que si vous n'êtes pas un grand fan comme nous, hein, et comme beaucoup d'ailleurs, des coudières, bah peut-être faire comme ça. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, le B? Bah, t'as tout dit. Non, plus sérieusement, déjà, je suis d'accord avec tout ce que t'as dit. Et il y a aussi une chose, c'est que ça va peut-être passer pour une mentalité un peu arriérée qu'on avait à l'époque sur le squat, sur l'équipement au squat. Mais j'ai vraiment l'impression que là, c'est plus du tout le même mouvement. C'est-à-dire que de ce qu'on m'a expliqué, j'ai pas encore essayé, mais tu as une zone de vide avec les coudières, dans le sens où tu ne ressens plus la tension et tu as vraiment un gros rebond. Donc au final, tu sais, c'est limite, tu fais que une partie partielle du mouvement en pure force. La deuxième des choses, c'est que pour moi, quoi qu'il se passe, je garderai une séance où je ferai des dips sans équipement. Parce que le jour où ils vont retirer les coudières, et j'espère que ça arrivera, je pense que ça va mettre plus de temps que de les mettre, mais le jour où ils les enlèveront, il y en a qui risquent d'être surpris, surtout au niveau de leur charge, et surtout les nouvelles générations qui commencent directement avec de l'équipement. Donc voilà. Euh, je sais. Moi, moi, je trouve, il y a un truc que tu as dit qui était intéressant. Alors, tu parlais des jeunes générations, tu parlais aussi, et ça, c'était le point sur lequel je voulais revenir, sur le fait que là, en gros, il y a on va vers ce truc de plus d'équipement, plus d'équipement, plus d'équipement, mais ça veut pas dire, parce que rien n'est figé, ça veut pas dire que il y aurait pas un retour en arrière. Et moi, ce que je pense le plus probable, et c'est un truc que j'ai déjà discuté avec plusieurs personnes, des acteurs, des athlètes, voilà, c'est le fait d'avoir peut-être des compétitions qui ne sont pas équipées. Même sur le squat, ou peut-être juste des genouillères flexibles, par exemple. Admettons, on pourrait y avoir un entre-deux. Mais je trouve que parce que en fait le street lifting, vu que c'est un dérivé du street workout, pour moi ça aurait encore plus de sens d'avoir, parce que là le sport est en plein développement, mais peut-être qu'on y aura encore plus de participants, faire des compétitions vraiment raw,
mais vraiment là, parce que Raw en power, c'est pas Raw en réalité. Mais là, vraiment sans rien, quoi. Enfin, à poil, même limite, on pourrait imaginer un truc sans ceinture, même si je suis pas méga fan. Mais voilà, un truc qui convienne un petit peu. Enfin, en plus de ça, je pense que ça attirait pas mal de monde. Et je trouve que, en fait, d'un point de vue stratégique et d'un point de vue peut-être aussi même marketing, en tout cas, des gens qui rentreraient dans la pratique, je trouve que ça encouragerait énormément, par exemple, les gens du street workout, même s'il y en a énormément aujourd'hui, mais peut-être encore d'autant plus à passer le cap du street lifting, en fait. Parce que du coup, ils seraient totalement sans équipement. Et du coup, en gros, voilà. Moi, honnêtement, je veux pas faire de prédiction, mais je pense que ça serait le truc le plus envisageable. Bah, Euh, un- Hein? Les only, pour moi, ça devrait jamais. Ah ouais, peut-être, ouais. Ouais. Je vois pas l'intérêt sur des compétitions un mouvement. Et quand tu parlais du squat, j'ai vu que la FNSL avait mis. Je sais pas si c'était Zod ou la FNSL, mais il y a eu tu sais, Ouais, un sondage. ouais, un Un petit sondage, sondage ouais. qui proposait peut-être une compétition only squat. Et là, s'il y a un moment pour intégrer un squat non équipement, du moins à la FNSL, ce serait ce moment-là. Ouais, par contre, ouais, je suis carrément d'accord. Je suis carrément d'accord. Donc voilà, bah, en gros, vous avez un petit peu notre vision à 360 par rapport à ces coups d'hier. Nous, on veut pas non plus faire les vieux cons. On veut pas. En fait, en gros, on vit un petit peu avec notre temps, notre époque, et on s'adapte. Donc voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui gueulent et qui vont gueuler encore pendant un moment, et puis après, ça va s'apaiser un peu. Euh, je voulais aussi voir avec toi un deuxième sujet, c'est qu'on a vu l'apparition en France de deux qualifieurs. Le qualifieur de la FNSL classique, et puis aussi un deuxième qualifieur organisé par une association indépendante. Comment le B tu vois ça? De quel œil tu vois ça? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Enfin voilà. C'est quoi ton avis? Alors, c'est une bonne chose en soi, mais je suis mitigé sur d'autres points. Donc, au niveau de la date du premier qualifieur, donc du coup, c'est la compétition de la S-Squad, c'est ça? Ouais, Euh, Ce qualifieur-là, du coup, est beaucoup plus tôt que la FNSL. Il va permettre aux athlètes élites qui n'ont aucun doute sur leur qualification d'avoir plus de temps de préparation entre la compétition et du coup Final Rep. Ça, c'est une bonne chose pour eux. Maintenant, pour moi, ça va diviser l'engouement autour du championnat de France. C'est-à-dire que, je vais te prendre un exemple concret, un Aubin qui participe pas au championnat de France, Aubin, c'est les champions du monde. C'est un peu genre le top athlète moins de 73. Il y en a d'autres, tu vois, mais c'est le top athlète moins de 73. Ça rapporte moins de visibilité du coup à la compétition. C'est à double tranchant. C'est une bonne chose pour les athlètes, mais pour l'engouement du sport, c'est un peu moins bien. ok, ouais, putain. Alors, Bilal, il veut pas trop se mettre dans la sauce. Il va devoir se mettre sur la sauce sur les prochaines questions. Attention, hein. Je spoil un peu, hein. Du coup, en fait, alors, moi, c'est un petit peu près pareil que toi, mais je vais peut-être développer différemment. Je pense que c'est une bonne chose pour le développement global du sport, Hmm. d'avoir de plus en plus de compétitions, d'organisation, de lieux de compétition. Personnellement, vraiment, quand j'écoute mon âme de Breton, eh bien, je suis hyper content qu'il y ait une compétition qualifieur qui se déroule en Bretagne, parce que ça met en lumière toute la région. Pour rappel, et ça je le redis, je l'avais dit dans l'autre podcast qui sortira sûrement la semaine d'avant pour vous, que bah là il y a eu ce week-end les championnats de Bretagne, ce week-end va y avoir les championnats de Normandie et le week-end d'après
la semaine prochaine du Pays de la Loire. Et en fait, nous, dans le Grand Ouest, on est la région où il y a le plus de compétitions organisées par la FNSL et aussi notamment la Escouade, qui est le deuxième gros acteur de la région. Et il y a même maintenant d'autres acteurs qui émergent. Je pense à Alan, si tu écoutes le podcast, qui lui est vers Saint-Brieuc. Et du coup, c'est War of Bar. Donc en fait, il y a de plus en plus de compètes. Donc ça, c'est vraiment cool. Mais donc ça, c'est l'aspect positif. Parce que moi, je suis content. Ça délocalise un petit peu. Avant, c'était full Île-de-France, Courneuve et tout. Là, maintenant, tu vois que bah, le streetlifting, c'est pas que en Île-de-France. Parce qu'il y avait un petit peu le monopole de ça. Mais, alors toi, tu as abordé le point de, il y a une désertion de certains athlètes, il y a des gens qui la font plus, les championnats de France, chose qui est très dommage, parce que quand même, je trouve, il y a un certain prestige quand même à avoir le titre de champion de France, je trouve que c'est vraiment pas rien, déjà. Et comment aussi il y a, je trouve, peut-être un manque de soutien, même si tout n'est pas parfait. On dit pas ça, hein, je préchote un petit peu les trucs, mais il y a un manque de soutien des organisations à l'échelle nationale, et je trouve que c'est assez dommage d'aller concourir pour des qualifieurs dans d'autres pays, alors que dans ton pays, il y a déjà plein de trucs qui sont mis en place, même si on n'est pas d'accord avec toute la politique derrière, parce que maintenant c'est presque de la politique, hein, on est d'accord là-dessus. Il n'y a pas de souci. Après, moi, je jette pas la pierre à ces gens-là, je fais que constater, c'est tout. Donc il y a ce truc-là. Et puis troisième point, euh, c'est le fait que l'année dernière, les championnats de France, qui étaient en 2024 les seuls qualifieurs existants, étaient pas remplis. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, cette année, il va y avoir encore moins de monde au championnat de France. Ou, à l'inverse, peut-être que ça va être aussi bénéfique puisque ça va donner la possibilité à plus de gens d'y participer. Je sais pas. Je sais pas encore comment ça va se passer. Mais, et puis après, le troisième point, c'est peut-être aussi de, comment dire, le fait de comment avoir une multitude d'organisations et qu'on se pousse tous vers le haut aussi et qu'on s'améliore et qu'on s'améliore de plus en plus rapidement, qu'on voit ce qui se passe chez les autres, qu'on s'inspire de trucs, etc. Donc pour moi, il y a du bien, il y a du moins bien, mais à voir, parce que c'est pareil, là, les trucs ont été annoncés, on attend de voir aussi un petit peu les retours, c'est un petit peu trop tôt pour avoir une idée claire et précise. T'avais un truc à rajouter par rapport à ça? Ouais, pour moi, c'est pas, enfin, c'est compréhensible au niveau des athlètes, à l'échelle des athlètes, c'est compréhensible. T'es un mec qui est champion du monde ou qui a un niveau pour être qualifié à coup sûr, ça fait chier d'avoir un mois de préparation pour participer à Final Rep. Le souci pour moi, ça va être vraiment au niveau du calendrier. Bon, ça progresse. Maintenant, on a un calendrier annuel. Avant, on avait la compétition un mois avant. Enfin, j'abuse, mais genre max Ouais, 2 mois avant, à quoi. peine. Ouais, c'est ça. Et du coup, pour moi, ça devrait plus être aux compétitions de s'adapter. Normalement, le championnat de France, c'est 6 mois avant le championnat du monde. Comme ça, 6 mois, tu as le temps de décharger, refaire une bonne prépa, et derrière, t'es compétitif à ta nouvelle compétition. Il y a aussi un deuxième truc, il faut juste que je retrouve le fil. Euh, laisse tomber. Ça va te revenir. Ouais. De toute façon, j'enchaîne sur le troisième point du coup. Euh, alors nous, avec Bilal, on a connu plein de trucs. On a connu, je crois, au tout début des compétitions. Je suis même pas sûr qu'il y avait des KT. C'était plus de 94, c'est Mm. ça, au tout début. Non, c'était moins de 105. Ah ouais, c'était moins de 105. Pour T'es- FNSL, c'était moins de 105 et Et,
genre pour moi, en fait, je me pose la question pour la première compète, genre qui a eu lieu genre à l'Iron Gym là. Est-ce que c'était pas plus de 94? Il y avait pas un truc comme ça? Alors, je sais que à l'époque, les championnats du monde où les mecs partaient à l'étranger, où il y avait que muscle up Ouais. et il y avait pas de muscle up, il y avait que traction et dips. Là, c'était plus de 94. Ok, ouais. Mais par contre, il me semble que Zod s'est inspiré des catégories du power. Et là, ça se trouve, je diffame de ouf, tu Ouais, vois. je pense, je crois que la première compétition, j'irai vérifier après, mais genre c'était plus de 94, j'en suis quasiment sûr parce que bah, je l'avais faite en plus de 94. Ok. Ah, Et pour oui, revenir à ce que je voulais dire tout à l'heure, vas-y, vas-y. du coup, dans tous les autres sports, pour participer au championnat du monde, enfin dans tous les autres sports que moi je connais, pour participer au championnat du monde, faut participer au championnat national de son sport. Ça, tu regardes, je sais pas, je te dis une bêtise, au, au powerlifting, les mecs pour se qualifier au championnat du monde, ils participent au championnat de France. Il me semble qu'il n'y a pas de, tu peux pas faire les minima en régional pour faire directement le championnat du monde. T'as pas le droit de sauter les étapes. Les Ouais. minima, Après ça, je suis pas sûr à 200%. Il y a peut-être aussi des qualifieurs dans d'autres pays. Je suis pas sûr de ça. Enfin, faut vérifier. Je veux pas prendre de risques là-dessus. ouais. Moi, je pensais, moi, j'étais, enfin, j'avais cette vision-là en tout cas de ce sport. Ok. Et donc je réembraye sur les catégories de poids. Donc au début, je crois que c'était plus de 94, en tout cas la première édition. Après, il y a une scission entre moins de 104 et plus de 104. Et là, on est revenu sur un truc plus de 94. Et là, normalement, cette année, en tout cas en championnat de France, il y aura moins de 101 et plus de 101. Est-ce que tu étais au courant de cette nouvelle? Tu me l'as dit hier. Ah oui, ah oui. Avant-hier, avant-hier. Ouais. Tu me l'as dit avant-hier. Donc ça, pour rebondir là-dessus, c'est genre une super bonne nouvelle. Le souci qu'il y avait, en fait, ça dérangeait pas la masse parce que c'est pas des catégories qui sont remplies. Mais pour donner une image aux gens, il y a autant d'écart entre un mec qui fait 96 kilos et 120 kilos qu'un mec qui fait 80 kilos et 94 kilos. Il y a pas à comparer deux personnes de poids Mm. totalement différents. Tu peux pas englober plus de 120. En power, les mecs, ils mettent même plus de 120, moins de 120 pour te dire à quel point. Bon, là, on n'a pas ces extrêmes-là au niveau du poids, mais faut différencier les catégories de poids. C'est très important. Et donc ma question c'est finalement si c'est enfin je pense que ça sera mis en place vu que ça sera final rep au monde pour les qualifieurs France. Est-ce que toi tu le feras dans quel caté? Je suis entre les deux catégories. Après, honnêtement, mon poids de forme, vraiment, où je me sens bien, surtout sur les tirages, c'est autour de 98. Maintenant, je sais que en plus de 101, j'aurai une plus grande facilité à me qualifier au championnat du monde. Et pour être honnête, c'est l'objectif. Donc, je sais pas, ça se discute. Je verrai, j'en discuterai avec toi et on verra sur quoi on part. Let's go. Ok, bah moi c'est pareil, je trouve ça une très bonne chose. Pareil, tu vois, ils sont revenus en arrière et là ils reviennent, ils remettent en place ça parce qu'ils ont vu qu'il y avait des différences qui étaient trop importantes. Je pense au championnat du monde. Moi je trouve que ça c'est une très bonne chose et par contre tu l'as dit ça concerne très très peu de personnes par contre. Ça nous concerne tous les deux mais mais je crois que Que les c'est deux. tout quoi. Je crois qu'on est on non mais il y en a quelques-uns en France mais on est très très peu. On est une poignée. Donc voilà pour ça pour ce sujet d'actualité. Euh, Encore un sujet d'actualité après on va te mettre dans la sauce. Euh, T'as vu, je te prépare, hein. Tu as aussi vu la multiplication des compétitions là en 2025. Qu'est-ce que tu penses aussi? J'aimerais avoir ton avis là-dessus.
un petit mot. Donc là, on a vu cette année, donc là, pour vous resituer, peut-être que vous avez commencé le streetlifting il y a 6 mois, donc vous n'avez pas tout l'historique. Initialement, en 2020, il y avait que la FNSL nationale. Jusqu'en 2023, où il y a eu la première ligue à faire des compétitions, qui était la FNSL Grand Ouest. Et là, cette année, en fin 2024, il y a eu des ligues qui se sont créées, mais qui n'ont pas fait encore de compétition. Et en fait, leurs premières compétitions seront en 2025. Donc en gros, il s'est passé 2 ans entre la création de la première ligue FNSL Grand Ouest et les compétitions des autres ligues. Donc pour vous redire, le découpage des régions, donc il y a FNSL Grand Ouest, il y a Nord-Est, Sud-Est, il y a Île-de-France Centre et il y a Hauts-de-France. Sud-Ouest, actuellement, il y a personne, enfin, il y a des gens qui ont postulé pour prendre le truc en charge, mais rien n'a encore été fait. Donc, les gens qui sont dans cette zone Sud-Ouest, eh bien, ils ont la possibilité de participer à des compétitions soit à FNSL Grand Ouest, soit à Sud-Est. C'est comme ils veulent. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Ça, c'est très bien. C'est la suite logique de l'évolution du sport. À l'époque, il y avait que le championnat de France, donc quand tu débutais le sport et que tu avais un petit niveau, bah, ça pouvait faire peur et faire refroidir quelques personnes de se dire, bon, j'aurai jamais le niveau pour participer à une compétition, il n'y a que le championnat de France. Maintenant, tu as des petites compétitions un petit peu partout, donc ça, c'est une bonne chose. Après, le souci, ça va être surtout en Île-de-France, vu que tu as une majorité de top athlètes qui habitent là-bas. Pour les régionales en Île-de-France, ça va être très compliqué, du moins je pense, après à voir comment le truc va se développer. Mais euh, il va y avoir certaines catégories de poids où les totaux seront pas si différents que ça du championnat national. Hmm, ouais, Mais c'est une bonne chose. Maintenant, tu vas en salle de sport, tu as des ceintures de l'Est partout, donc c'est la suite logique. ok. Euh, ouais, bah, de toute façon, c'est méga positif. Et justement, alors là, ça rejoint un petit peu cette question-là. Là, cette année aussi, dans le Grand Ouest, vu qu'on a de l'avance, on a fait des compétitions régionales. Eh bien, en fait, on se rend compte que sur les compétitions régionales, les trois quarts, c'est des gens qu'on n'avait jamais vus en compète. Donc, ça veut dire qu'il y avait vraiment une attente pour ces compétitions-là, mais que les gens ne pouvaient pas ou n'osaient pas faire les compétitions. Donc, franchement, c'est méga positif. Et justement, si, et je sais que certains m'écoutent des présidents d'autres régions, et de toute façon, je leur ai déjà dit et je vais leur rabâcher. Mais pour moi, même 2025 ou au plus tard 2026, faut qu'ils créent des compétitions régionales. Parce que, en fait, ça touche un public qui est complètement différent. Et ce public-là, il est beaucoup plus important que les compètes même interrégionales. Parce que là, je crois que je l'ai déjà dit dans un podcast, mais là, pour les compétitions régionales, on vous donne un chiffre, dans le Grand Ouest, ils étaient 90. Alors, pour certains sports, 90, ça va paraître ridicule. Mais nous, pour le streetlifting, en fait, c'est énorme. Parce que, genre, sur une année de compétition, par exemple, en 2024 pour Grand Ouest, il y avait 60 personnes. Donc déjà, on entame la saison, on est déjà à plus de 30%, enfin, on est à 30% supplémentaire d'adhérents. Donc, c'est vraiment hyper encourageant et donc c'est génial et c'est génial aussi pour l'économie du streetlifting, pour les organisations, pour les athlètes surtout, parce qu'ils ont une multiplication de compétitions. Il va y avoir aussi des talents qui vont émerger à droite à gauche. Je pense que le niveau il va exploser encore dans les années à venir, à mon avis. Hein. On n'a pas terminé, hein. On est qu'au début.
Et puis après aussi au niveau des coachs, forcément, puisque plus de compétitions, donc plus d'athlètes, plus potentiellement plus de personnes qui veulent se faire coacher aussi. Donc ça, c'est intéressant. Donc voilà, que du positif là-dessus. De toute façon, on est unanime là-dessus avec Bilal. Donc, et là, j'espère que vous êtes restés jusqu'à maintenant, parce que là, là vraiment, c'est le sujet piquant de la vidéo. Et moi j'aimerais que tu mettes, tu n'aies pas de filtre pour cette question. Il y aura pas de... Euh, et, mais je sais que, ça va être compliqué de répondre. Euh, vous avez vu, je fais monter la tension. Moi, j'aimerais avoir ton avis sur une question, mais une question qui est vraiment très grave. Euh, euh, Moi, je voudrais avoir ton avis sur les personnes qui se font encore coacher en 2025 par des powerlifters. Est-ce que tu peux argumenter ton avis là-dessus? Il a Bah, pris son souffle. je pense que moi, je vais prendre un coach de ping-pong pour progresser au stretching. Non, mais en vrai, c'est pas cohérent. T'as la possibilité de prendre quelqu'un qui connaît ton sport, qui est euh, apte à te dire si tu es rep sur les mouvements dans ton sport. Disons que le seul mouvement qu'il y a en commun entre le street lifting et le powerlifting, c'est le squat. Et les gens ne le savent pas, mais même les critères d'exécution sur le squat ne sont pas les mêmes. En street lifting, les gars, si votre barre elle n'est pas en contact avec votre deltoïde postérieur, c'est no lift. Il ne vous donne pas le start de départ. Enfin, ça, ils l'ont précisé et ils l'ont un petit peu amélioré en powerlifting, mais tu as encore des extrêmes. Et Euh, même avant que j'oublie, parce que ça, c'est un point qu'on cite jamais, les problématiques au squat, c'est pas les mêmes en power, en street lifting. Nous, c'est un mouvement qu'on fait en dernier sur une compétition. En power, c'est leur premier mouvement. Pareil, nous, on a trois mouvements haut du corps qui sollicitent vachement coude, poignet, épaule. Eux, c'est l'inverse. C'est deux mouvements sur trois, c'est des mouvements de bas du corps plutôt. Donc les problématiques, ne serait-ce qu'au niveau des blessures, au niveau de la répartition, du volume d'entraînement, etc., ça va pas du tout être la même chose. Donc je te laisse poursuivre. Bah, t'as dit les deux points que... Non, mais pour revenir à ce que tu disais, du coup, ouais, quand t'as fait muscle-up traction, dips derrière, taper du squat, bah, ça va pas être la même chose que de commencer par le squat. Déjà, la répartition de ton intensité durant ta compétition ne va pas être la même. Un mec en powerlifting, les mecs peuvent forcer sur le squat. Entre-temps, ils ont un mouvement pour récupérer qui est le bench. Et juste après, ils envoient sur le soulevé de terre. Là, vous avez trois mouvements à la suite qui entament le haut du corps. Et juste derrière, le peu d'énergie que vous avez, vous devez l'envoyer sur le bas du corps. Donc, pour moi, c'est une connerie. Autant tu te lances dans le street lifting, prends un mec qui est compétent dans ce sport et qui va pouvoir t'encadrer sur tes quatre mouvements. Ouais. Attends, je pensais que t'allais dire plus de trucs là. Tu me Mais mec, déçois là. tu me coupes la parole, tu prends tous mes arguments et ensuite tu me dis, je pensais que tu allais dire plus de trucs. Bon, vas-y, tu sais quoi, je vais dire des trucs, ça va te donner des idées pour argumenter. Vas-y. Moi, en fait, je jette pas la pierre non plus aux gens qui, il y a quelques années, prenaient des coachs en powerlifting. Ça se faisait beaucoup, ça se fait de moins en moins, mais je déplore quand même que ça se fait encore pour de rares cas. Et moi, je vais vous dire sans filtre, parce que vous me connaissez. Je vais vous dire sans filtre exactement ce que je pense. Donc déjà, ce que je pense, et quelqu'un qui n'est pas dupe verra très bien la manœuvre qu'ont fait les coachs en powerlifting, c'est qu'ils se sont dit, ah tiens, un nouveau sport de force. Ah, et puis de toute façon, il y a pas mal de zozos
dans leur sport. Il y a pas mal de zozos, je parle en 2021-2022. En fait, il n'y avait aucun coach, hein. Je vous rappelle, juste, je vous redis aussi un truc. Alors, je sais, c'est le moment où je vais me lancer des fleurs, mais la personne qui a le plus démocratisé en France les connaissances en street lifting, bah, Et ben, c'est Lift Trainer. Donc après, il y a eu toute une génération de coachs qui sont venus après, et encore maintenant, etc. Mais avant ça, il n'y avait rien qui existait. Il y avait des gens qui étaient hybrides, qui faisaient du street workout et un petit peu de street lifting. Je pense d'ailleurs à Flo Marek, et on lui passe le bonjour, qui a vraiment inspiré, qui était d'ailleurs très inspirant à cette époque-là et tout, et qui a démocratisé aussi, je trouve, énormément le street lifting. Même si maintenant, il en parle plus du tout, hein. Il a vraiment bifurqué complètement vers le street workout et le set and rep notamment. Et il y avait d'autres gens. Il y avait aussi mon ami Alexandre 012 Workout, qui est en Belgique, qui parlait aussi déjà un petit peu du street lifting, etc. Mais ça restait vraiment anecdotique. C'était vraiment, on n'avait rien en fait. On savait pas comment s'entraîner. On connaissait pas les techniques, on connaissait pas bah, justement les semi-techniques, on connaissait rien. Il y avait rien qui était mis en place. Donc ça, c'était pour contextualiser. Donc les coachs en power, ils ont vu ça, ils se sont dit, ah, ils se sont frottés les mains comme ça. Ils ont fait, ah d'accord. Bon bah il y a pas de coach. Bah let's go. On va aller dans cette discipline-là. Et nous, on va dire d'entrée de jeu que de toute façon, nous, on est coach en powerlifting, donc on sait coacher tous les sports de force. Puisque bah regardez les gars, vous avez un mouvement, c'est pareil que nous. Donc on peut, on est les plus compétents et même anecdote il y a des gens qui disaient à l'époque qu'ils étaient les plus compétents, les plus à même à coacher en street lifting. Des coachs en powerlifting, hein. Faut être culotté quand même pour dire ça. Et des gens, par ailleurs, dans beaucoup d'entre eux, dans 95%, n'ayant jamais pratiqué le street lifting. Parce que avoir testé 2 fois dans sa vie des dips et des tractions, c'est pas faire du street lifting, hein. Qu'on soit bien clair pour ça. Et il y en a même qui n'ont jamais touché à des dips ou des tractions. Donc comment voulez-vous qu'ils aient pu coacher euh, correctement en street lifting? T'as même pas expérimenté dans ouais, ta c'est ça. chair, et tu veux... c'est comme moi. Demain, parce que j'ai des connaissances dans la programmation en haltérophilie, dans les semi-techniques et tout, parce que je l'ai vu quand j'ai passé mon diplôme, mais je ne suis pas apte à coacher réellement en haltéro. Même si je pourrais un petit peu broder, de faire un truc qui soit quand même plutôt cohérent, mais ça serait pas vraiment tip top quoi. Et bah là en fait en powerlifting c'est la même chose. En fait bien sûr qu'il y a des choses qui peuvent être transposables du powerlifting au streetlifting, mais en aucun cas un coach en powerlifting ne serait est aussi compétent qu'un coach en street lifting, d'autant plus s'il est athlète, à coacher en street lifting. En fait, la question, elle se pose même pas. Et là, je vais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez des coachs, des personnes, même à niveau ne serait-ce que national? Alors moi, j'en connais un, puisque j'en coach un, et c'est la seule personne que je coach en powerlifting. Mais est-ce que vous en connaissez à niveau ne serait-ce que national en powerlifting qui se fait coacher par un coach en street lifting? Est-ce que Ouais. vous en connaissez? Moi, j'en connais pas. Mais même Euh, quand tu dis que c'est transposable, je suis pas totalement Ouais, non, d'accord, hein. non, en fait, C'est c'est les vraiment grandes lignes, tu ouais, voilà. sais, la théorie, on va dire, la théorie de l'entraînement, il y a des choses qui sont transposables. Parce que Mais en aucun cas, il y a des spécificités au street lifting, et même il y a des choses qu'on se rend compte là encore maintenant, et qu'on peut-être, par exemple, avec les coutières, on en parlait, des problématiques qui vont être liées à ça, et qu'on va pouvoir déterminer, après on va pouvoir orienter l'entraînement avec ça, etc. En fait, il y a des choses que même nous, on n'est pas encore à 100% OK là-dessus. Alors comment voulez-vous qu'un coach en powerlifting le soit? Donc pour moi, si je résume, en fait, il y avait une volonté des coachs en powerlifting de prendre un marché où il n'y avait aucun coach qui était positionné. Quand je parle
de coachs chez Ouais, des coachs spécialisés en street lifting. Donc ils se sont dit, ah tiens, il y a un boulevard devant nous, nous les coachs en power, on va commencer à coacher là-dedans. Donc pour moi, il y avait et il y a encore, parce qu'il y a encore des coachs qui forcent, des forceurs, hein. On va pas citer les noms, mais des forceurs qui... les strange coach, ça veut rien dire, les gars. Je vous mets au défi de coacher un mec en strongman. Strongman, ou même en bras de fer, hein. C'est un sport de force, le bras de fer, hein. Vous n'êtes pas compétent, en fait. Vous êtes des coachs power. Point à la ligne, en fait. C'est tout. Donc, il y a ce truc-là. Donc, une malhonnêteté de leur part, même encore maintenant. bah, Euh, c'est un sport qui est hyper concurrentiel, le powerlifting. En fait, le truc est développé depuis tellement de ouais, temps que, exactement. alors ouais, il y a beaucoup plus d'adhérents, mais l'élite de coach est tellement bien ancrée dans le sport que tu ne peux pas venir en 2024-2025 et essayer de les concurrencer Exactement. réellement. Donc les mecs se sont dit, ok, il y a de la place en street lifting, on va s'incruster là-dedans. Pour moi, c'est une connerie. Après, Ouais, ouais, bah, de toute façon, on le voit. Alors moi, donc, il y avait ce point-là. Après, il y a d'autres points. Il y a des points beaucoup plus techniques. Moi, ce que je déplore, et je suis désolé, hein, mais moi, le peu de personnes que j'ai vu se faire coacher, même s'il y a des exceptions, je veux pas mettre les gens tous dans le même panier. Je veux pas faire des dramas ou des trucs comme ça, même si s'il y en a qui décident de prendre mal les choses, alors que je dis la vérité ici, hein, je raconte pas de conneries, c'est vérifiable. En compétition, moi je déplore que beaucoup de gens qui se font coacher, et il y en a pas beaucoup, encore une fois, c'est vraiment une minorité, mais qui se font coacher encore par des powers, pour moi déjà les standards ne sont pas OK. c'est clair. C'est des gens, leur coacher en street lifting, ils ont pas une bonne technique. Et en plus de ça, des fois, ils sont pas au standard. Mais en fait, pourquoi? Parce que leur coach ne pratique pas et qui n'est pas au courant des avancées au niveau des standards. Notre règlement, il évolue tous les ans. Ok? Et en fait, il y a des choses qui sont perceptibles que quand vous pratiquez vous et que vous avez suffisamment d'expérience sur les mouvements en question. Donc, moi, il y a ce truc que je déplore et c'est quasiment systématique, je suis désolé de le dire. Donc, il y a ça. Il y a le côté aussi, peut-être une vision un petit peu trop powerlifting forcément de l'entraînement et des choses qui sont faites qui sont pas forcément cohérentes, des assistances qui sont pas forcément cohérentes, même si c'est très individuel et spécifique. Mais et aussi, moi, et ça par contre, je voudrais vraiment le dénoncer, euh, en fait, des fausses croyances qui sont propagées par ces personnes-là et qui sont totalement fausses en fait, qui sont déjà fondées sur rien. Et deuxièmement, elles ne parlent pas en connaissance de cause. En fait, nous, par exemple, ici, on parle de ce qu'on connaît. Quand tu connais pas, en fait, tu fermes ta bouche et tu vas continuer à t'instruire. Donc, en fait, il y a des gens qui, franchement, mériteraient de ne rien dire. Enfin, vaudrait des fois mieux rien dire que de raconter des conneries. Et moi, ça, je le déplore. Il y a des coachs en power qui pensent avoir la vérité sur certains trucs, mais qui se gourrent totalement. Ils sont totalement à côté de la plaque. Et moi, d'ailleurs, il n'y a pas de souci, les gars, ou les meufs, parce qu'il y a des meufs en power qui coachent en street lifting. Il y en a quelques-unes. Moi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi et que vous voulez qu'on aborde un sujet, eh ben, c'est génial. Regardez, on a un podcast là. Moi, je vous invite. Il n'y a aucune animosité, aucune agressivité. On prépare le podcast, on prépare les sujets, et après on développe les sujets, chacun de notre côté. Et même on pourrait faire un podcast avec une power ou un power. Le sujet, ça serait est-ce que c'est intéressant de se faire coacher par un power en street lifting? Moi, il n'y a aucun souci. Moi, mes arguments, je les ai. J'ai même pas besoin de préparer les réponses. Elles sont là. Donc, il y a pas de souci. Donc, il y a ce truc-là aussi. Et aussi, un dernier point, et après, je te donnerai la parole, parce que je parle beaucoup, parce que c'est un truc qui me tient à cœur. Comme vous pouvez le constater, je peux pas le cacher. C'est aussi le fait que ces gens-là ne sont jamais en compétition.
On les voit jamais en compétition. Et alors, ce qui est encore moins normal, même s'il y en a certains qui font le déplacement, mais en fait, je vais vous expliquer pourquoi ils viennent pas. Et en fait, c'est totalement logique qu'ils viennent pas. Parce que déjà, ils coachent personne en street lifting. Quand je dis personne, c'est qu'ils coachent une personne par-ci, une personne par-là. Et en fait, nous, les coachs en street lifting, qu'on est sur une compétition, souvent, on coach plusieurs personnes, en fait. Donc en fait, pour nous déjà, c'est beaucoup plus intéressant. Alors nous, je vous le rappelle, si vous n'êtes pas au courant, parce que c'est un truc sur lequel je communique pas directement sur les réseaux, si vous êtes coaché par Live Trainer, vous avez un accompagnement en compétition. Ça fait partie de la prestation. Je sais qu'il y a des gens, même en street lifting, ils proposent pas ce truc-là, ça fait pas partie du coaching, mais nous, c'est le cas. Donc, il y a ce truc de, vu qu'ils ont un athlète par-ci par-là, ils font pas le déplacement. Et aussi, et quelque chose peut-être qui viendrait avant ça, même s'ils s'intéressent à la pratique, parce que ça, on peut pas leur dire, on peut pas parler à leur place et leur dire non, en fait, vous êtes des mythos, vous intéressez pas à la pratique et tout. Ils s'intéressent à la pratique, mais ils sont pas investis autant que quelqu'un qui serait coach en street lifting. Un mec qui est coach en street lifting, souvent, moi je connais pas un mec qui fait pas de street lifting et qui coach en street lifting, il pratique la discipline. Donc déjà, il est investi dans la discipline, il connaît les gens. Parce il les côtoie sur les réseaux, il les côtoie en compétition, etc. Et en fait, il a tout intérêt à venir en compétition sous plusieurs aspects. Donc c'est aussi pour ça que moi je vous déconseille de vous faire coacher par un coach en power parce que dans les trois quarts du temps, il sera pas avec vous en compétition. Et en fait, on peut pas lui en vouloir parce que déjà pour lui, même financièrement, c'est pas intéressant de faire le déplacement déjà. Donc il y a aussi ce truc-là. Et il y a aussi ce truc de, et ça je pense que je finirai là-dessus, et là je parle plutôt du côté des pratiquants, eh les gars, franchement, vous abusez. Il y a une multitude maintenant de coachs en street lifting, des gens qui proposent de la valeur. Pourquoi vous allez vers des mecs qui font du powerlifting? Parce que quoi? Parce qu'ils ont peut-être une communication où tu le disais, Bilal, ça fait plus longtemps qu'ils sont en place? Est-ce que pour autant, ça fait d'eux des personnes qui sont plus compétents à vous coacher? Bah, Non, tu vois? si je vais juste répondre à ce point-là, pour moi, il n'y a rien de pire pour un athlète que de faire sa répétition, remonter sa répétition et avoir le doute sur le fait d'être rep ou non. Et ça, en compétition, t'en as plein. Tu te déplaces en compétition comme moi, t'as des mecs qui remontent leur répétition. Toi et moi, on se regarde du coin de l'œil parce qu'on sait que c'est pas rep, mais le mec, il a réellement l'espoir du fait que ce soit rep, tu vois. Et ça, pour moi, ça vient d'un mauvais coaching. Si t'as un bon coach, quand t'es no rep, il te dit, frérot, t'es no rep. Là, le mec, t'as vu, il s'entraîne, il fait une prépa, il arrive en compétition et il va faire un total où il valide que ses openers alors qu'il a monté toutes ses barres. C'est un extrême, mais ça peut arriver. C'est ridicule. Et ça, malheureusement, à part peut-être si le coach en power est vraiment documenté comme un malade, il va pas avoir cette Cette vision Ouais. des standards. Donc déjà, il y a ce point-là. Et de deux, au niveau de l'entraînement, ça n'a strictement rien à voir. Euh, un power, ça fait du push 4 à 5 fois par semaine. Il y a même des powers qui font du push 7 fois par semaine. En streetlifting, c'est extrêmement difficile de dépasser les 2 dips. Même un mec comme Théo, qui est au summum de la dips française et même internationale, il ne peut pas dipser plus de 2 fois. J'ai déjà eu cette conversation-là avec lui. Le mec ne peut pas mettre plus de 2 dips dans sa semaine. Parce que le mouvement en termes de, comment dire, de douleur et contrainte. de Contrainte. contrainte, ouais, c'est ça, de contrainte, tu m'as trouvé le bon mot, et il n'a rien à voir avec le développé couché. Moi, du développé couché, je peux en faire tous les jours, ça me pose pas de problème. Des dips 2 jours d'affilée, c'est impossible. Et même, je dirais même plus, avec un seul jour de repos entre 2 dips, c'est très 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 Mm. compliqué. Le muscle up, ça ne s'apparente à
aucun mouvement du powerlifting. D'ailleurs, je pense qu'un coach en haltéro serait plus à même de coacher un muscle-up qu'un coach en powerlifting. Exactement. Euh, Ça n'a rien à voir. C'est un mouvement d'explosivité, là où, pour moi, il n'y a pas de mouvement d'explosivité au powerlifting. Peut-être que je me trompe, mais c'est pas mon sport, donc c'est pas grave. Euh, la traction, les mecs te disent ouais, c'est du renfort power pour le deadlift. Bon, je vais pas m'étaler là-dessus, mais Et aussi, on vous parle de ça parce que ça, peut-être que vous nous écoutez, vous le savez pas, mais en fait, comment dire, on parle de ça parce qu'on aussi, nous, on a expérimenté le power. Moi, j'ai eu une phase où j'ai expérimenté aussi. Comme je vous dis, moi, je coach une personne en power, Salut Boubou, qui a quasiment 800 de total, qui est incroyable en moins de 94, qui a un niveau élite national. Donc en fait, je sais aussi de quoi je parle. Et alors là, ça va pas plaire à certains, mais c'est beaucoup plus facile de coacher en powerlifting qu'en streetlifting. Déjà, c'est assez simple. Il y a trois mouvements en power, il y en a quatre en streetlifting. En streetlifting, il y a trois mouvements qui sont en suspension au poids du corps, etc. En plus de charges additionnelles. En power, il y en a zéro. Vous êtes soit debout, soit allongé sur un banc. Donc en fait, au niveau proprioception technique, ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, je vais vous dire un truc. Le powerlifting, pourquoi il y a plus de gens en power qu'en streetlifting? Alors oui, le power, ça existe depuis plus longtemps que le streetlifting, mais le power, c'est beaucoup plus accessible que le streetlifting. Le streetlifting est beaucoup plus élitiste. On bah, va dire que le ticket d'entrée pour faire du streetlifting est beaucoup plus cher que pour le power. Donc en fait, il y a tous ces trucs-là. Donc ça veut dire qu'en fait, un coach en streetlifting, déjà, il doit vraiment connaître sur le bout des doigts ces quatre mouvements, déjà, alors qu'en power, il y en a que trois. Et c'est pas du tout les mêmes problématiques. Ça n'a rien à voir. Et en fait, un mec qui vous dit, bah moi je suis coach en power, donc ça veut dire que je peux aussi coacher, je suis apte à coacher en street. Faux. Par contre, je vais vous dire un truc, et je vais encore en rajouter une couche, c'est que un coach en streetlifting est plus à même à coacher en power qu'un coach power en streetlifting. Parce ça que, me en choque fait, pas ce que tu dis. Ouais, 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 non, mais parce qu'il y en a des, je suis sûr, ils vont se dire, mais il est fou, il a pété un plomb. Donc voilà. Je voulais aborder ce sujet-là. Je crois que j'en parle jamais de ce sujet-là, mais en fait, c'est juste que récemment, j'ai vu encore des gens se faire coacher par des powerlifters. Bon, ce qui est encourageant, c'est qu'il y en a moins en moins. Je veux dire, les coachs en power, au début, ils avaient, on va dire, grappillé un certain terrain, et là, maintenant, leur terrain, ils s'amenuisent de plus en plus. Mais c'est logique. Il y a de plus en plus de coachs en streetlifting qui sont formés, qui sont spécialisés, qui ont de l'expérience. Et plus ça va aller, moins en fait les gens se feront coacher par des powerlifters. Et c'est logique. Mais encore une fois, chacun sa discipline. Et même si on a certaines similitudes, en fait, c'est pas les mêmes contraintes, c'est pas les mêmes problématiques. On programme pas de la même manière, c'est pas les mêmes mouvements, etc., etc., etc. En fait, il y a plein de trucs qui rentrent en ligne de compte. Et c'est comme pour moi, ça revient à dire, ouais, mais alors le power, c'est pareil que l'haltéro, ou c'est pareil que le strongman, ou c'est pareil que le truc. En fait, non. C'est des disciplines justement qui sont ultra spécifiques, qui ont vraiment leurs problématiques, et même si elles peuvent se ressembler de prime abord, en fait, c'est pas vrai. Quand tu creuses le truc, tu te rends compte en fait que ça n'a rien à voir. Donc en fait, s'il y a un mec demain, il vient vous voir, vous l'avez jamais vu en compète, il a jamais fait une seule compète de sa vie, il pratique même pas le streetlifting et qui vous dit moi je suis apte à coacher en streetlifting, c'est faux. C'est en fait cette personne elle vous ment. Après voilà, c'est vous et votre intelligence. Soit vous réfléchissez 2 minutes et vous prenez une décision, soit vous êtes un petit peu couillon, désolé du terme, et vous y allez les deux bras devant, quoi. Donc voilà pour ce sujet-là. Et est-ce Bah, que tu avais des trucs à rajouter? bah ouais, finalement, quand tu regardes bien les deux sports, les deux seules choses qui sont en commun, c'est qu'on a trois essais par mouvement.
C'est tout. À la limite, le squat se ressemble, mais à part ça, c'est vraiment tout. Les mouvements n'ont rien à voir. Euh, En fait, ça n'a pas de sens de faire ça. Ouais. Et moi, et d'ailleurs, ça, c'est un truc que je voulais dire tout à l'heure et j'ai complètement oublié de le dire. Est-ce que vous préférez pas vous faire coacher par quelqu'un qui est spécialiste de la discipline, qui a une discipline, ou un mec qui coach, qui est pluridisciplinaire? Si vous avez comme objectif de progresser en street lifting spécifiquement, que vous n'êtes pas un hybride athlète ou parce que on va pas jeter la pierre sur ces mecs-là. Il y a des gens, alors ça existe de moins en moins aussi, mais il y a des gens qui aiment bien faire du power et du street lifting. Et là, peut-être que ça aurait beaucoup plus de sens de se faire coacher effectivement par un powerlifter, par exemple. Et encore, Euh, le et plus encore, optimal ouais, resterait quand même ouais. En en toute tout temps. objectivité, bien sûr. Et donc il y a ça et en fait ça rejoint ce que je vous ai dit au début, c'est que si t'es coach spécialisé en street lifting, en fait tu baignes là-dedans en permanence, t'es sur les compètes, tu parles à des gens, tu parles à des athlètes, à d'autres coachs, etc. Et en fait comment dire, tu fais grandir ton expertise. Alors que si t'es dans deux disciplines, et en plus toi, bah tu pratiques que une des deux, bah, tu vas pas pouvoir t'investir correctement dans les deux à la fois. Et c'est logique en fait, c'est normal. Donc voilà. Je voulais faire un petit point là-dessus. En 2025, pour moi, la question en fait, elle se pose pas. La Euh, question elle- est vite elle- répondue. Ouais, mais franchement, faites l'effort de recherche 2 minutes, quoi. Allez sur Instagram, vous tapez coach en streetlifting. Maintenant, il y en a un certain nombre. Voilà, quoi. Enfin, vous avez le choix, vous avez l'embarras du choix. Et après, c'est pareil. Bah, vous choisissez le coach qui vous convient le mieux, qui vous parle le mieux, la personnalité qui vous convient le mieux aussi, l'approche, etc. Donc voilà. Ouais, voilà. Je pense qu'on a fait le tour, hein. Mm. Mm. Donc voilà, bah alors si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si c'est pas encore fait. Pareil, hein, en commentaire, vous pouvez aussi réagir, hein. J'espère que ça fera des réactions, ce podcast-là. Le podcast là, il est trop long ou pas? Parce Ah que non, non. j'ai un dernier petit sujet à mettre Vas-y, sur la vas-y, table. vas-y, vas-y, vas-y. Alors, la semaine dernière, j'étais au téléphone avec Marco. On était en train de discuter. La vérité, il faudrait faire un podcast complet là-dessus. Et on a eu un petit débat sur. Marco me sous-entendait que tout le monde n'était pas apte à avoir 400 de total. C'est ça, hein. Si Ouais, je me trompe, tu me coupes. Donc, ouais. euh, je pense la, la manière dont il me l'a dit, c'était tu prends un individu de 80 kilos qui optimise tous les facteurs et qui a une tranche d'âge de 25-26 ans. Euh, pour toi, s'il n'avait pas une génétique optimale, il n'était pas capable d'obtenir 400 de total. Alors, j'ai pas dit ça. Juste, non. En fait, il y a les trois quarts, c'est bon, c'est bon, Ok. c'est ce que j'ai dit. Mais en fait, ce que j'ai dit, la nuance que j'ai mis, c'est il y aura une partie, et je crois que je t'avais donné un pourcentage, alors il y a un pourcentage basé sur juste l'expérience de terrain, hein, qui fait que il y aura un pourcentage de ces mecs qui font 80 kilos environ, donc c'est le poids moyen, hein, d'un street lifter. Euh, et bien, même si le mec il fait tout bien, il se peut qu'il atteigne jamais 400 de total. C'est ce que je te disais. Alors, j'avais plus le pourcentage en tête, et en fait, Bilal, il était plus dans ce truc de je pense que à moins d'avoir vraiment tu mets de côté tous les gens qui pourraient avoir des problèmes de santé, des trucs qui entravent un petit peu leur progression et tout, qui sont un petit peu extérieurs à l'entraînement. Bah pour Bilal, en fait, c'est atteignable à tout le monde en fait. Ce 400 kilos, c'était ce qu'il soutenait. Et d'ailleurs, bah moi j'ai un sujet de podcast là-dessus, donc moi j'aimerais bien qu'on garde ce sujet-là Pas pour de plus souci. tard.
pas de Et souci. en fait, le sujet du podcast, ça sera comment on fait pour atteindre 500 de total. Et justement, on pourra faire un truc intermédiaire en mode comment on fait pour atteindre 400 de total. Ok, bah, Donc, on va pas spoil le prochain podcast du coup. ouais, bah là, sinon, ouais, ça va faire un petit peu trop long. Et après, j'avais un autre sujet que je garderai aussi pour le prochain podcast. Je pense déjà, rien que ces deux sujets-là, ça va prendre 1 heure, donc c'est sûr. Donc on se garde ça sous le coude. Et puis, donc, et où est-ce qu'on peut te retrouver, Bilal? Sur Instagram et sur Melun. sur, sur Instagram, donc c'est Gelba, Guelba. Et voilà. Tiret du bas ou je crois Euh, que non, il n'y a pas de tiret, je te il me rappelle semble qu'il plus. n'y a pas de tiret. Il me Ok, semble qu'il n'y en a pas. ok. Donc sur Insta. Et puis nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!